Soyez les bienvenus dans votre magazine. Alors que la confusion régnait depuis plusieurs jours en France, Emmanuel Macron a repris la main et a annoncé jeudi le retour du service militaire sur la base du volontariat. Ce dispositif concernera d'abord quelques 3000 jeunes recrutés à l'été 2026 avec une ambition de 50 000 hommes et femmes en 2035. Bonjour à vous, Aude Leroy. Merci de nous accompagner cette semaine pour ce magazine. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions de défense et des armées. Avant de lancer notre échange, Aude, je voudrais qu'on écoute ensemble un extrait de la prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il s'exprimait depuis Vars et il faisait cette annonce. Ce monde incertain, où la force prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent, notre nation n'a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l'impréparation. Voilà, donc le président de la République qui dit que notre nation n'a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l'impréparation. Aude Leroy, on doit être préparé à quoi ? Eh bien, écoutez, si j'en crois le chef d'état-major des armées, on doit être préparé à un choc qui doit arriver dans 3-4 ans. Donc, intuitivement, je me dis que, en fonction de la façon dont ça tourne avec l'Ukraine, on pourrait se retrouver à un choc face à un grand pays de l'Est. Et le président de la République, en tout cas, a apporté des clarifications, je le disais, après ce qu'avait dit le chef d'état-major quand il avait dit que la France devait se préparer à perdre des enfants. Alors Emmanuel Macron a apporté de la clarté en disant qu'il n'était pas question d'envoyer des Français au front en Ukraine, mais qu'il fallait tout de même relancer donc ce service national militaire sur l'ensemble du territoire. Pas de mission à l'étranger. Est-ce qu'on sait dans la manière la plus concrète possible, même si le chef de l'État en a donné quelques éléments, à quoi va ressembler ce service national militaire? On sait que c'est 10 mois de formation, et avec quel objectif, vraiment? L'idée, c'est déjà en sélectionnant, parce que tous les candidats ne seront pas forcément pris, c'est aussi en fonction des besoins des armées, des unités. Donc, c'est pour venir renforcer dans des unités. Ça peut être aussi renforcer Sentinelle, vous savez, les patrouilles. Ça peut être dans une unité, je ne sais pas, peut-être un mécanicien, un informaticien, etc. En fait, le but, c'est aussi pendant, donc il y a 10 mois, un mois de formation militaire vraiment basique, et puis après l'apprentissage d'un métier, ou peut-être que c'est dans le prolongement des études qu'aura fait le jeune, pouvoir s'investir vraiment au sein des armées. Il y a une question de la temporalité aussi, évidemment, qui se pose. Alors, vous parliez tout à l'heure de cette menace qui vient de la Russie. En tout cas, on pense tous à la Russie. On sait que certains voisins européens n'ont jamais renoncé au service militaire. On va regarder une carte ensemble. Au moins 6 pays de l'Union européenne ont maintenu, et puis 4 l'ont rétabli ces dernières années. Est-ce qu'Emmanuel Macron se sentait aussi obligé de suivre cette tendance-là, avec le rétablissement des 4 pays qui l'ont fait dernièrement et 6 qui ne l'ont jamais Oui, alors ceux qui l'ont conservé, le service national, c'est ceux qui sont très proches en fait géographiquement de la Russie. Le géant russe leur a toujours fait peur. Et puis la temporalité, mais c'est qu'il y a un moment en fait, ça fait 4 ans qu'il y a eu l'invasion de l'Ukraine, et je pense que les Européens commencent à se rendre compte que discuter, ça sert à rien avec l'État russe, et qu'il faut montrer la force et surtout acquérir de la masse. C'est ce que disait le patron de l'armée de terre. Il faut de la masse pour que le jour où la France a besoin de mobiliser des soldats, eh bien, il y en ait en réserve, où ces jeunes, justement... Parlons chiffres, parce qu'aujourd'hui, on compte quelques 200 000 soldats, de ce qu'on appelle militaires d'actifs. Oui. Quelques 45 000 réservistes, je crois, plus donc cet objectif de 50 000 hommes d'ici 2035. Pour le service national, mais après, effectivement, ils seront basculés dans la réserve pendant 5 ans. Et à côté de ça, les réserves, qui sont effectivement autour de 47 000, doivent grossir jusqu'en 2032 pour atteindre 105 000. Et ça ferait donc, ce qu'avait dit le ministre des Armées il y a 2 ans, ça ferait un réserviste pour 2 soldats d'actifs. Et est-ce qu'on sait comment est-ce qu'elles ont été reçues, ces annonces, par les principaux concernés? Puis ensuite, on verra ce qu'en dit la classe politique. C'est-à-dire par les jeunes, parce que là, ce qui est ciblé, ce sont les jeunes hommes et femmes de 18 à 19 ans. Oui. Et est-ce qu'on a pu quantifier? Est-ce que ça a pu être sondé? Est-ce que ça a pu être jaugé? Déjà, il y a 800 000 jeunes par tranche, par classe d'âge.
Et on va avoir un creux démographique dans quelques années. Donc je pense que les armées, là, anticipent déjà ce creux démographique. Par exemple, l'armée de terre, elle recrute chaque année 16 000 jeunes. Si vous avez le vivier se rétrécit, forcément, ce sera plus compliqué. Donc, avec ce système de service national volontaire, ça permet en fait de commencer à amortir peut-être ce déclin démographique. Il est volontaire pour l'heure. Vous pensez que ça peut évoluer vers une obligation dans quelques temps, même si pour l'instant ce n'est pas dit. Mais on ne pourra jamais refaire le service militaire tel qu'il a été suspendu par Jacques Chirac en 1996, parce qu'on n'a plus les infrastructures. Pardon ? Et si on manque de candidats, puisque c'est la base du volontariat, mais si on se rend compte qu'il n'y a pas assez de jeunes hommes et de jeunes femmes qui souhaitent s'engager ? Il y a pas mal de... il y a quand même des gens qui s'engagent dans les réserves. Il y a des accords qui sont passés avec les entreprises pour que des salariés puissent se dégager du temps pour aller faire des périodes de réserve. Je peux préjuger de rien, je ne suis pas Madame Irma, mais il y aura de toute façon des candidats pour ce service. Et est-ce qu'on a les moyens de le financer ? Au moment où il y a des crispations autour des budgets, et on sait que la première année, c'est 2 milliards d'euros. Oui, mais alors la première chose, c'est qu'il faut que le budget soit voté. Parce que cette année, dans le cadre de la loi de programmation militaire, il y avait une marche de 3 milliards d'euros. Emmanuel Macron a parlé cet été d'une surmarche de 3,5 milliards, donc ça fait 6,7 milliards à peu près. Donc déjà, vous n'avez plus à payer le SNU, le service national universel, qui vient d'être enterré. Donc il y a de l'argent là, et il faut que le budget soit voté. Et du coup, effectivement, ce service national pourrait manger la part que certains officiers pensaient consacrer à du réarmement, des munitions ou à lancer des programmes, peut-être. Oui, mais ça, je ne suis pas dans les arcanes. Et on verra aussi si la classe politique, évidemment, suit dans son ensemble. Aude Leroy, vous couvrez ces questions de sécurité, de défense et d'armée depuis plus de 20 ans maintenant. Ce que vous voyez aujourd'hui avec la menace russe, quel est vraiment l'état réel de cette menace ? Il y a aussi un débat en France qui explique qu'on est peut-être en train de la surévaluer ou d'avoir ce discours plus alarmiste qu'alarmant. C'est quoi, vous, votre sentiment ? Je pense qu'au bout de 4 ans, en fait, de guerre en Ukraine, en voyant l'attitude de l'État russe, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de menace. Et il ne faut pas oublier quand même que l'Ukraine, elle se bat pour elle, mais c'est quand même un tampon pour l'instant par rapport à l'Europe. Et que si ce pays tombe, rien ne dit que Vladimir Poutine ne sera pas tenté d'aller envahir d'autres pays. C'est peut-être pour ça que certains États baltes ont conservé leur service militaire obligatoire. Donc, et déjà, la menace, elle est là, elle est hybride, c'est-à-dire qu'elle est juste sous le seuil de ce qui pourrait déclencher un conflit. Vous avez les problèmes cyber, vous avez les problèmes de désinformation. On en a encore vu là avec le 13 novembre, avec des faux comptes qui alimentaient des fausses rumeurs, etc. Donc en fait, elle est déjà là, hein. Cette espèce de guerre, elle est larvée, mais on y est, quoi. Est-ce que c'est pas quelque part aussi un constat d'échec pour les Européens d'être contraints aujourd'hui de prendre ce type de mesures ? Donc la France qui annonce ce service national volontaire, 4 pays européens qui l'ont dernièrement aussi annoncé. Est-ce que quelque part c'est pas aussi un aveu d'échec en pensant qu'on pouvait miser sur la diplomatie il y a 4 ans au commencement de cette guerre ? Mais c'est le fruit en fait des dividendes de la paix. Et pendant tout ce temps béni, entre guillemets, où il n'y avait pas de conflit particulier, les États ont oublié, en fait, que la guerre pouvait ressurgir. Elle a toujours existé, la guerre. Donc, voilà, ça a été donc une faute, oui, mais en même temps, ça ne s'y prêtait pas non plus. Là, il faut agir. Merci beaucoup, Aude Leroy, grand reporter spécialiste des questions de défense et de sécurité. Merci d'avoir pris quelques temps sur le plateau de France 24. On poursuit ce magazine avec cette nouvelle qui va franchement pas ravir les touristes et surtout les touristes originaires de pays non européens. Ils vont devoir faire un effort financier s'ils souhaitent visiter le château de Versailles, celui de Chambord, la Sainte-Chapelle, l'Opéra de Paris ou encore le musée du Louvre pour aller admirer la Joconde par exemple. Il faudra désormais débourser 32 €, c'est 10 € de plus que le tarif jusqu'alors appliqué. Si vous renoncez à visiter Paris et que vous êtes plutôt dans la région ouest du pays, du côté de Strasbourg, par exemple, en Alsace, vous aurez la chance de profiter du célèbre marché de Noël. La magie, vous allez le voir, s'est déjà emparée de la ville. Marthe Dolphin et Antoine Husser se sont rendus sur place. Reportage. Venir les touristes du monde entier.
Le grand sapin illuminé, la magie de Noël s'empare des rues de Strasbourg et émerveille les premiers visiteurs. Je n'ai jamais vu ça avant. Vous voyez ? Je me sens chanceuse. C'est l'un des plus beaux et des plus grands marchés de Noël en Europe. Dans les allées, les traditionnels chalets se succèdent et les exposants s'activent pour accueillir les premiers clients. Il y a encore des détails à régler, mais bientôt on sera au point. Durant un mois, les Brédeleux, célèbres biscuits de Noël, vont se vendre ici. Des bénéfices supplémentaires à ne surtout pas manquer pour l'entreprise. Ah non, il ne faut pas le rater, c'est très important parce que ça rapporte beaucoup d'argent quand même. À quelques pas de la cathédrale, ce restaurant de 35 couverts se prépare à afficher complet pendant le marché. Il va falloir courir un peu, mais c'est un mois dans l'année. Un marathon annuel pendant lequel il faut tenir le rythme. Pour assurer le service, un renfort en salle et un extra viennent prêter main forte. Entre le mois de novembre et le mois de décembre, on va avoir une différence entre 15 000 et 20 000 euros. Donc pour une petite entrée comme nous, en fait, c'est vraiment important. Dans cet hôtel en face de la gare, les touristes venus de l'autre bout du monde défilent depuis hier. Turcs, Américains ou Allemands récupèrent leurs clés. Depuis octobre ici, les chambres disponibles se font rares. Là, du coup, c'est la semaine prochaine et on est complet presque tous les jours de la semaine. Et ça continue du coup jusqu'à la semaine d'après. On est complet presque tous les jours en fait jusqu'à la fin du marché de Noël. Une fois la nuit tombée, la capitale de Noël s'illumine. À chaque coin de rue, de fenêtres, d'autres décorations. Et partout, des visiteurs la tête en l'air. Sur le manchot, il est bon, il est blanc, il est chaud. Malgré la pluie, les touristes ont savouré leur premier vin chaud de l'hiver. C'est déjà une belle journée. Pour une ouverture pluvieuse, on a déjà eu beaucoup de monde et puis il y a beaucoup de gens qui ont apprécié notre vin blanc chaud. Une ouverture réussie pour les professionnels. De quoi espérer une nouvelle fréquentation record cette année. Et ainsi s'achève ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi.